Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire un super en vrac. On vous parle de 4 titres et ça fait très longtemps, Steve, qu'on n'a pas fait un en vrac ensemble. Ça fait plaisir de te retrouver. Eh oui, puis Et de quoi? toujours un peu de manière décontractée. Donc, Oui, on va jaser. On jase de jeux, c'est ça qu'on aime le plus. Et on parle de quoi aujourd'hui, Steve? De quel titre? Donc, on va parler de Skyrise, on va parler de Pixies, DEI et Spellbook. Ouais. Il y a des jeux plus récents, il y a des jeux plus vieux, mais on avait le goût de vous parler de ces titres-là en particulier. Donc, on vous rappelle, avant de commencer la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube pour être notifié des vidéos qu'on va mettre en ligne. Et notifié, je pense que c'est un bel anglicisme, c'est pas grave, d'être averti. Averti, c'est bon. Et voilà, n'oubliez pas, c'est très important de vous abonner. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Alors, Steve, on commence ça avec Skyrise. On commence avec du lourd, je trouve. On commence avec lourd? Du lourd dans le bon sens du terme, dans le sens de très bon jeu. Ouais, je spoil déjà. Ouais, c'est ça. C'est bien correct, c'est bien correct. Ouais. Skyrise, qui est un remake d'un plus vieux jeu qui s'appelle Metropolis. On le voit ici, une réimplémentation de Metropolis. Un jeu qui, je vais vous dire, qui date de quand exactement? Un jeu qui date de 2008. Quand même. Un jeu de Sébastien Pochon à l'époque. Donc, c'est une réimplémentation qu'ils ont décidé de faire en plus beau, en plus... c'est impressionnant. C'est Roxley Games qui a décidé de refaire ça. Et je dois avouer qu'en partant, ce qui impressionne le plus, c'est que le jeu est vraiment magnifique. Ils ont vraiment refait un super beau jeu. Puis aussi, on doit dire que nous, quand on a joué avec la version Kickstarter Deluxe, washé et tout, avec le gros le kit. Sun Drop, là. Oui, le gros kit. Mais il y a des versions retail, il y a toutes sortes de versions qui vont circuler sur le marché. Fait que si le jeu, une fois qu'on aura fini de vous en parler, vous intéresse, vous allez être capable de le trouver dans vos boutiques préférées, une version peut-être plus allégée, mais il reste que quand même les édifices qui sont l'élément clé du jeu vont être là en 3 dimensions et c'est très, très beau. Peut-être juste un résumé rapidement, c'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs, un jeu qui joue des parties qui vont durer de 30 à 90 minutes. C'est un poids moyen, donc tu disais du lourd dans le sens que c'est un gros titre pour nous, on avait bien hâte de vous en parler, mais c'est un poids de 2,26 sur 5, là, donc on est dans le moyen à peu près. Mais ce qui est particulier de ce jeu-là, c'est qu'il est simple quand même. Ouais. Tu regardes ça et tu dis, mon Dieu, c'est pas trop compliqué, là, un genre de système d'enchères, mais quand même, il y a la petite complexité qui, sur si tu dois prendre, mettons, ton gros bâtiment ou ton petit bâtiment et tout ça, là, la complexité est vraiment bien particulière. Exact. Peut-être parler juste rapidement des mécanismes. Ouais. C'est un jeu d'enchères, tu l'as dit, puis c'est un jeu d'enchères ouverte, un peu ceux qui connaissent Ra, le jeu de Kinesia, où on voit toutes les valeurs que les gens peuvent miser. Fait que quand on mise pour quelque chose, on sait qui peut nous outbidder pour prendre miser par-dessus nous. Là. Donc, ça, c'est intéressant, premier élément. Puis, c'est un jeu de contrôle aussi de territoire, de majorité dans les territoires. Donc, on va avoir des quartiers dans lesquels on va essayer de gagner des enchères pour pouvoir contrôler, bâtir notre bâtiment-là, puis peut-être avoir le contrôle, ou la majorité, je dirais, plus que le contrôle dans ce territoire-là, ce qui va nous permettre de marquer des points avec des objectifs. Évidemment, ce n'est pas juste ça qui compte, il y a d'autres éléments, par exemple, les couleurs des quartiers sur lesquels on va aller. Je vais vous montrer des images. Fait que si on voit ici, ça, c'est la version probablement retail, donc les édifices sont quand même en 3 dimensions, mais en sculpture. Ici, on a la version... plus Kickstarter, donc avec les buildings en 3 dimensions. Fait qu'on voit que ça, c'est une partie à 2 joueurs. Fait qu'il y a des quartiers. On va mettre un quartier par joueur qui va avoir dans la partie. Et il y a l'île centrale qui va toujours être là. Et peut-être expliquer rapidement comment on joue. Là, quand on va jouer, on va faire une enchère. Fait que le premier joueur va partir avec un bâtiment. Les bâtiments ont des valeurs dessus et ils ont des grosseurs différentes. Donc, plus le bâtiment est petit, plus la valeur est petite. Fait qu'on voit ici qu'il y a un 32 sur celui-là. Ça, c'est un bâtiment moyen qui a 61, puis un plus grand qui va avoir 91 ou 114. Fait que ça va aller dans les
unités, puis ça va aller jusqu'à 115, peut-être 114. Et la répartition de ces bâtiments-là va être quand même équivalente là, pour chacun des joueurs. Mais une fois qu'un joueur a placé sur un quartier, en partant par l'île centrale ou collé sur un autre bâtiment, une fois qu'un joueur va avoir mis un building, mettons que je mets 32, Steve, lui, va décider si il me outbid, s'il bid plus fort que moi. Puis, ce qui est important de noter aussi, c'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Tu sais, des fois, il y a des jeux d'outbid qu'on a toutes les mêmes valeurs, mais exemple, dans l'ordre de tour, exemple, je sais que la personne qui me suit, c'est 32, exemple, sa plus forte, mais moi, je peux avoir un 34. Donc, en le mettant, je sais que lui va devoir passer. Donc, ça aussi, c'est une petite twist intéressante là, au niveau de la valeur des buildings. Exactement. Fait qu'on va placer des bâtiments à l'envers avec le numéro en dessous parce que c'est sur le dos pour la version là, Kickstarter que les chiffres sont indiqués. Fait que la personne, si je mets un 32, la personne va essayer de miser plus ou elle peut arrêter, mais si elle mise plus, ça va continuer comme ça en passant chacun des joueurs, puis on va jusqu'à ce que tout le monde passe. À ce moment-là, le dernier joueur qui a mis son building le plus fort va le retourner de bord et va le construire dans le quartier cible où il a mis son building. Et là, le quartier va lui appartenir et il va ramasser une petite pastille qui va venir mettre sur son tableau de jeu personnel, que je vais essayer de vous montrer ici, qui va venir mettre sur son tableau de jeu personnel. Et la pastille va avoir une couleur de quartier. Généralement, il y a d'autres types de pastilles qui vont donner des pouvoirs différents. Qui va être un genre de multiplicateur. Exactement. Fait que ça va permettre d'augmenter la valeur des quartiers. Fait que si je ramasse, mettons, je construis mon building sur un quartier brun, mais je ramasse une tuile jaune, une pastille jaune, je vais le mettre dans les jaunes. Fait que là, mes quartiers jaunes, au lieu de valoir 2 points chacun à la fin de la partie, vont valoir 3 points chacun, et ainsi de suite. Plus on va en ramasser, plus ça va augmenter la valeur des quartiers. Il y a aussi des pastilles qu'on peut ramasser qui sont des genres de valeurs cachées sur le côté du plateau qui vont nous permettre, on les voit ici, là, que ça va être de 4 à 8. Et ça, il y a juste la personne qui va ramasser la valeur qui va pouvoir aller voir ce qu'il y a là-dessus. Fait que là, ça va faire des pastilles sur le jeu qui vont avoir des valeurs entre 4 et 8 points. Mais il y a juste ceux qui ont eu des pastilles de ce type-là, de cette lettre-là, qui vont savoir. Ouais, c'est des lettres, exact. C'est ça, qui vont savoir c'est quoi qu'il y a en dessous. Fait qu'on joue comme ça. On va chercher des quartiers. Il y a des objectifs aussi. À tous les tours, on va avoir des objectifs. On les voit ici sur le côté qui vont nous dire, par exemple, 5 points si vous avez la majorité sur une île, 3 points si vous avez 2 quartiers qui sont de chaque côté d'un pont, des trucs comme ça. Puis on va essayer de faire un maximum de points. On va jouer 2 aires. La première aire, on va avoir un certain set de building. Puis dans la deuxième aire, on va s'ajouter un deuxième set de building. Et puis ce qui est intéressant, c'est dans les 2 sets, c'est là que, exemple, la personne qui me suivait, j'étais capable toujours de manager, dans le fond, si mon chiffre, maintenant que j'avais un 34, l'autre avait toujours un 32. Souvent, dans le deuxième set, ça va inverser un peu, c'est que l'autre va avoir des valeurs des fois un petit peu plus hautes sur un certain type de bâtiment là, que j'avais trouvé intéressant. Exactement. Le principe d'enchère ouverte est super intéressant. Oui. On pourra en reparler. Puis, dans la deuxième heure aussi, l'autre élément important du jeu, c'est qu'on va rajouter une merveille. Je dis une merveille, je ne me souviens plus si c'est comme ça qu'ils l'appellent. Un bâtiment particulier. Je pense que c'est les unique. Wonders, là, mais en tout cas, un bâtiment unique qui va, que chaque joueur va en avoir un. Et on va avoir une carte, on va choisir parmi 3 cartes, celle qu'on veut, puis ça va donner un pouvoir à ce bâtiment-là. Il y a comme 2 pouvoirs, le bâtiment, le pouvoir de gagner automatiquement un enchère quand on le joue, et aussi une façon spéciale de scorer des points. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant, ça amène une touche personnalisée à notre set de building, et une façon d'aller gagner des enchères quand c'est vraiment crucial. Donc, on fait les 2 aires, quand tout le monde va placer ses bâtiments, on va calculer les points, puis celui qui a le plus de points va gagner. Et je dois dire d'entrée de jeu, Steve, que la plupart des parties que j'ai jouées, peu importe que j'ai joué avec des nouveaux joueurs qui commençaient ou des joueurs expérimentés, ça a toujours fini très serré. C'est un jeu dans lequel tout le monde va faire des points. C'est difficile de clencher, de torcher quelqu'un, pour prendre des expressions québécoises, de laisser en arrière, loin derrière. Ouais. Exactement. Qu'est-ce qu'on a pensé du jeu? Premièrement, on l'a dit un petit peu, visuellement, le jeu est vraiment écœurant. Pour vrai, là, il est magnifique. Roxley Game a fait un job d'édition absolument superbe. Les bâtiments sont tous différents.
en 3 J'ai dimensions. pas vu, moi, la version retail, par contre. Je sais pas, C'est des bâtiments en bois. Kickstarter, C'est des meeples en bois. OK. Ils sont quand même super beaux, les bâtiments, pour vrai. OK, Mais sont en bois au lieu d'être en espèce de résine moulée. je comprends. Je les montre ici à l'écran. Là, puis je dis bois, ça ressemble à du bois, c'est peut-être du plastique, on ne l'a pas vu. Nous, on a joué avec la version Kickstarter. Il y a aussi les pastilles qui vont être en carton. Nous, on avait les pastilles en bois parce qu'on a la version, l'édition de luxe. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est un jeu qui a de la gueule sur la table. Exactement, Il paraît c'est en très, plein très bien. Là. C'est un bon jeu, même s'il est très simple, là, les bâtiments sont en bois, les pastilles en carton, le jeu est vraiment bon. Oui, Vraiment, ça joue rapidement. À ton tour, tu mets un building, tu Exact. n'en mets pas, c'est tout. Puis ça tourne comme ça. Puis moi, j'adore les jeux d'enchères ouvertes, sincèrement. J'aime ça. Effectivement. Quand tu mets une enchère, c'est pas comme point fermé, on rouvre, puis c'est quasiment, on ne sait pas trop, tu sais, qu'est-ce qui va se passer. Là, tu le vois, tu sais, OK, Steve, il y a un 33. Moi, si je mets un 32, il va pouvoir m'outbider. Ou, moi, j'ai 34, lui, il a 33. Il va être obligé de jouer un de ses plus gros bâtiments. Fait que là, je vais mettre de la pression un peu dessus, tu sais. Puis l'autre stratégie aussi, c'est que le prochain bâtiment doit toujours être adjacent à l'autre. Fait que des fois, tu veux prendre une direction pour essayer d'amener l'autre joueur à un endroit, ou tu veux pas aller à un endroit parce que tu sais que s'il place, personne d'autre va pouvoir jouer parce que tu vas être comme dans un genre de cul-de-sac. Fait qu'il y a de la stratégie aussi, juste de placer tes bâtiments à la queue leu-leu au point final. Puis, tu sais, tu l'as dit, les cul-de-sac, c'est super important. Au début, ça n'a pas d'importance parce que le tableau est tout ouvert. Mais quand ça vient plus serré, il y a des zones qui vont comme devenir des cul-de-sac, comme tu dis. Fait que si la personne gagne l'enchère d'un quartier qui ferme un cul-de-sac, puis il y a un territoire qui reste tout seul isolé après, bien, c'est toujours la personne qui gagne l'enchère qui repart l'enchère suivante. Fait que ce que ça fait, c'est que s'il gagne l'avant-dernier quartier d'un cul-de-sac, bien, il va pouvoir mettre son plus petit quartier sur l'autre quartier après parce qu'automatiquement, personne ne peut rejouer par-dessus parce qu'il n'y a plus de terrain adjacent. Ça, c'est super important. Puis, il faut vraiment observer ces choses-là parce que ça arrive souvent comme « Ah non, je vais passer. Ah non, je n'avais pas vu. » Là, il peut rejouer son petit chiffre 1, 2, 3, 4. Puis là, il a gagné un deuxième territoire comme 2 en 1. C'est très, très payant. Puis aussi, une chose, c'est quand tu commences à jouer, tu ne sais pas trop. Fait que tu as comme l'impression que tu veux quand même essayer de placer tous tes bâtiments à la première ère. Ouais. Mais l'affaire, c'est que si tu ne les places pas toutes, tu vas les avoir pour ta deuxième ère. Et c'est sûr que tout le monde place tous ses bâtiments. Fait que, si tu es le dernier à placer tes bâtiments. Aussi. Oui, parce que des fois, tu arrives, tu es le dernier, il te reste 3, 4, 5 bâtiments. Je n'ai vu des fois 5, 6, 7 bâtiments à la fin parce que ça n'a pas bien été. Il se faisait autre vidéo où il passait beaucoup. Puis là, à la fin, il reste plein de territoires. Puis il faisait OK, ben, je vais prendre lui, je vais prendre lui, je vais prendre lui, je vais prendre lui. Tu sais, fait que ça aussi, ça peut être une stratégie. Oui, c'est une stratégie exacte. Par contre, si tu finis premier, il ne faut pas négliger ça. Il y a quand même la clé qui vaut 10 points. Puis si tu finis deuxième, il y a la petite clé qui vaut 4 points. Donc, c'est des points aussi bonus. Fait que, puis on a dit tout à l'heure, les scores sont serrés. Fait que ce 10 points-là est quand même important. Ça peut faire la différence, exactement. Exact. Fait que, puis toute la stratégie aussi des pastilles qu'on va chercher sur le jeu, les valeurs cachées que tu peux aller chercher. Les objectifs aussi dirigent un peu dans ta direction que tu veux prendre. Exemple, moi, dans ma partie, il fallait que j'aille sur les territoires jaunes. Fait que c'est sûr que c'était un de mes objectifs. Fait que je me concentrais un peu plus avec mes gros bâtiments sur les jaunes pour essayer d'aller les chercher. Fait que ça te donne quand même une petite direction que je trouve intéressante. Oui, exactement. Sans être obligatoire, mais c'est bon de le faire. C'est bon de le faire parce que, tu sais, comme on dit, c'est très serré les points. Fait que tu vas aller chercher chaque point que tu veux faire. Moi, sincèrement, là, j'ai adoré ce jeu-là. On a joué au LAL ensemble, Steve. On a fait comme « Wow, super le fun ». Je me suis trouvé une version Kickstarter de luxe à quelque part. Merci, Sébastien. Et je regrette aucunement mon achat. Puis c'est un jeu qui joue très, très bien avec autant des experts que des débutants. C'est un jeu qui est facile à expliquer, facile à jouer, mais qui a une superbe couche de stratégie. Pour moi, là, c'est vraiment un coup de cœur puis un gros succès là, pour cette... Je ne sais pas si c'est vite, comme autre jeu que je mettrais un peu dans la même catégorie, je pensais à Foundation of Rome.
Ouais, genre qui est beau un jeu facile à jouer, accessible. Ouais, c'est ça. Encore avec là, il y avait plus des territoires là-dedans, mais je trouve que côté, mettons, simplicité, Ouais. et je trouvais qu'il pourrait être comparable, mettons. D'accord. Puis le volet enchère ouverte, si vous voulez avoir un comparable là, presque identique, là, on parle de Ra, de Reiner Knizia, là, qui est le même principe. Là. On ramasse des tuiles, on ne va pas mettre des quartiers, là, mais c'est le même principe. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est une très, très grosse recommandation. Regardez dans vos boutiques, là, il vient d'arriver en version régulière, en version boutique. Si vous cherchez la version de luxe, il y a peut-être quelqu'un qui le vend quelque part si vous êtes chanceux. Mais c'est certainement un jeu qu'on vous recommande de jouer. Pour moi, Skyrise a été un coup de cœur. Je ne sais pas si tu me suis là-dedans. Là. Oui, moi aussi, ça a été un coup de cœur. Je l'ai dit juste avant toi, là, tu ne m'as peut-être pas entendu, mais ça a été un coup de cœur, moi aussi, là, définitivement. Fait que, coup de cœur des deux pions. Yeah! Il me semble qu'on s'est oublié un peu dernièrement. On a oublié d'en faire des coups de cœur comme ça. Oui, exact. Fait que Skyrise, pour moi, c'est un coup de cœur. Hey, on commence ça fort, Steve, avec un coup de vraiment. cœur. On va continuer ça avec notre deuxième jeu au menu aujourd'hui, qui est un jeu, sincèrement, que j'avais hâte de jouer parce que c'est le petit frère d'un jeu qu'on a beaucoup aimé, pour lequel on a donné un coup de cœur aussi, qui était Sea Salt and Paper. Et là, on parle de même éditeur, on parle de Pixies. Donc, encore une petite boîte. D'ailleurs, elle est derrière moi, juste ici en haut, là, si vous la voyez. C'est une petite boîte, pareil comme Sea Salt and Paper, faite encore une fois par Bombix. Quelque chose qui s'apporte super bien en voyage. Un jeu qui s'explique encore une fois rapidement. Qui joue assez rapidement aussi. Là, on parle de 2 à 5 joueurs, des parties de 30 minutes. Un jeu léger, 1.17 sur 5. Et un jeu qu'on a essayé au Jab. J'explique rapidement comment jouer, Steve. Vas-y, Jeff. Chaque joueur va faire un tableau de cartes devant lui de 9 cartes, donc 3 par 3, avec des valeurs qui vont suivre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va avoir une rivière de cartes et à chacun notre tour, on va aller choisir une carte. Les cartes vont avoir des valeurs, mais aussi, mettons que je montre cette image-là, vont avoir des valeurs de 1 à 9, mais aussi des couleurs dans 4 saisons différentes. Et il y a aussi des cartes Joker qui vont compter pour les 4 saisons. Sur les cartes, on va avoir des spirales ou des X qui vont être des points positifs, seulement 1 point par spirale, ou des points négatifs, moins 1 point par X. Et quand on va placer ça dans notre tableau, je vais essayer de vous trouver un petit tableau ici de joueurs. On va voir, si on n'a pas de carte à l'endroit prévu, on va tout simplement mettre la carte là où elle va dans le tableau. Mais s'il y a déjà une carte, on va aller ce qu'on appelle valider la carte en mettant une des deux cartes en dessous de l'autre. Et là, on va choisir. Fait que si j'avais, par exemple, déjà un 4 et je choisis un autre 4 d'une autre saison, par exemple, avec d'autres éléments dessus, je vais choisir laquelle des deux je conserve. Je vais mettre l'autre à l'envers en dessous la carte que je vais décider de conserver. Et là, ça va valider la carte, c'est-à-dire qu'à la fin de la manche, elle va valoir les points qui sont écrits sur la carte. Fait que si c'était un 4, ça va me donner 4 points, et ainsi de suite. À la fin de la manche, on va aussi avoir des points pour les cartes de la même saison qui vont se toucher orthogonalement. Fait que si on regarde ici, ça semble être l'automne, orange, rouge. Donc, on voit que la personne a 1, 2, 3, 4 cartes qui se touchent. Donc, elle va scorer un nombre de points selon la manche qui est en cours parce que ça va changer. Si je me souviens bien, c'est 2, 3 et 4 points par carte qui sont adjacentes. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Quand est-ce que le jeu s'arrête? La manche, plutôt, c'est quand une personne va avoir complété son tableau, que ce soit des cartes à l'endroit ou à l'envers, parce qu'il peut arriver qu'on soit forcé de prendre une carte et de la mettre à l'envers, parce que, par exemple, dans cet exemple-là que je suis en train de montrer à l'écran, si j'ai un 5 que je peux prendre et 5 est déjà 2 cartes dans cette zone-là, je vais être obligé d'aller le mettre dans une zone qui est vide à l'envers, n'importe laquelle. Donc, ça peut arriver à ce moment-là qu'on ait un tableau plein un peu plus rapidement que prévu. Et là, ça met fin à la manche, on compte les points. On joue 3 manches et c'est le meilleur score total des 3 manches qui remporte la partie. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Non, c'est pas mal. T'es pas mal dedans. Qu'est-ce que tu as pensé de Pixies, Steve? Ben moi, je trouve que c'est encore. J'appelais ça un petit jeu catégorie voyage. Dans le sens que des petites boîtes, ça s'amène bien. Jeu simple. Quand on parle de jeu gateway, là, des gens qui sont habitués de jouer un peu aux cartes, mettons, grands-parents. Et je pense que c'est un jeu qui se prend rapidement en main.
Ouais. C'est un Puis jeu. c'est un. Vas-y. Ben, j'allais dire, c'est un jeu, visuellement, il est cute. Hein? Oui. Je trouve qu'ils ont pris la même direction artistique un peu, sans être pareil, là, ils ont pris un peu la même direction artistique, autant pour l'édition que pour les images et les illustrations, que Sea Salt and Paper. C'est un style qui est cute, que les gens vont aimer en général, qui est très accessible. C'est toujours le fun de la construction de tableaux, du draft. C'est sûr que là, le draft, ben, si t'es dernier, tu subis un peu le jeu, puis là, tu le pognes, mais tu places la carte que tu es pris avec, mais quand même, c'est un peu la stratégie. Des fois, tu dis, OK, l'autre a l'air amené pas mal, fait que je vais prendre une carte qui est un peu moins bonne pour moi pour laisser la mauvaise carte à l'autre joueur. Fait que c'est un peu là que va résider un peu la stratégie. Exactement, parce que tu joues pour ton tableau, mais il faut que tu regardes un peu le tableau des autres aussi pour voir, hey, tabarouette, si j'y laisse cette carte-là, il va valider un 8, exemple. Ça, exactement. Ou si je laisse cette carte-là, ça va mettre fin à la manche, je ne veux pas que ça finisse tout de suite. Il y a certains éléments de stratégie qui sont intéressants dans le jeu, tout en restant quand même somme toute, assez léger. Puis c'est un jeu qui s'apporte bien. Fait que, tu sais, moi, je pense que pour son type de jeu, on a quand même aimé ça. Là. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu fantastique, mais c'est un petit jeu qui s'apporte en voyage que j'hésiterais pas à faire jouer à peu près n'importe qui. Là. Encore, tu sais, jeu de fin de soirée, tu dis, on sort un petit jeu rapide, on s'installe, tu sais, il s'installe rapidement aussi. Donc, je pense qu'il a sa place dans une catégorie de jeu. Puis, tu sais, là, je regarde sa cote BGG 6.9. Sincèrement, je trouve. Moi, j'ai redonné 7.5. C'est un jeu, c'est un bon jeu, c'est un bon petit jeu. Si vous cherchez des jeux de poche, moi, je trouve que j'adore leur format, honnêtement, de poche comme ça. Tu mets ça dans ta valise, tu pars en voyage, ça prend pas de place, tu joues à ça à peu près n'importe où. Je pense que c'est un jeu qui est super intéressant. C'est le fun de la construction de tableaux puis du draft. Fait que je trouve qu'il y a quand même deux bonnes mécaniques. Si vous vous demandez, est-ce que vous avez préféré Pixies ou Sea Salt and Paper, parce que c'est deux jeux dans la même famille, tu répondrais quoi à ça, toi, Steve? Ben moi, je préfère Sea Salt and Paper, ça c'est sûr. J'aime le principe de draft, les combos. Il y a un peu plus de viande dans Sea Salt and Paper que Pixies où ce que tu places puis tu comptes tes points. Il n'y a pas d'habilité ou de petites choses particulières. Fait que moi, qui ai une fille de gamers un peu plus, ben, moi je pense que c'est pour ça que Sea Salt and Paper va plus me rejoindre. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je dirais que j'ai préféré Sea Salt and Paper pour moi. Par contre, Sea Salt and Paper est un petit peu plus méchant, je vais le dire comme ça. Il y a un petit peu plus de take-that dedans que Pixies. Donc, si vous cherchez quelque chose qui a moins de take-that, qui est plus tableau builder, peut-être que Pixies va venir vous rejoindre un petit peu plus. Je pense qu'il est un petit peu plus facile à jouer et à expliquer aussi que Sea Salt, parce que Sea Salt a quand même plusieurs cartes dedans à expliquer puis à comprendre un petit peu la twist. Compter les points, les couleurs, Exactement. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Fait que moi et toi, Steve, on est très gamer, donc on a préféré Sea Salt parce qu'on est plus gamer. Si vous cherchez plus gateway, plus facile un petit peu à jouer avec plus un plus grand public, peut-être que Pixies va être plus pour vous, mais ça reste un bon jeu qu'on a bien aimé. Exact. C'était notre deuxième jeu qu'on couvrait aujourd'hui, Steve. On va retourner dans les gros jeu. Non, cette fois-ci, c'est vraiment notre plus gros jeu de notre alignement aujourd'hui, du en vrac. Et on parle de DEI, Divide et Impera, un jeu de 2022, qui est un gros jeu, qui était aussi un Kickstarter, donc une version de luxe. Et nous, on a joué pour faire différent de Skyrise. Oui, c'est ça, on va faire différent de Skyrise. Cette fois-ci, on a joué à la version retail, donc on n'est pas spoilé par des super belles figurines puis un kit très de luxe. On va vous parler vraiment de ce qu'on a pensé du jeu flat, là, de base. Fait que juste peut-être pour rapidement dire que c'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs, qui est des parties pour une durée d'environ 60 à 90 minutes, mais je dirais que ça peut monter à 2 heures, là, dépendamment avec quel genre de joueur vous jouez. Un jeu quand même assez complexe. On parle de 3.15 sur 5. Donc, comme je disais, c'est probablement notre jeu le plus complexe aujourd'hui. Mais c'est un principe encore, c'est un jeu asymétrique, déjà, où ce que chaque joueur va jouer une faction dans un monde un peu post-apocalyptique, où ce que on a besoin d'aller chercher des ressources. Et on va tous avoir des cartes qui va nous permettre de faire nos actions. Fait qu'on on va placer nos unités. Fait qu'on va, comme tout jeu de figurines, donc on va avoir du recrutement, d'aller chercher des ressources, les déplacer. Et il y a aussi un peu de contrôle de territoire parce qu'il y a certains points importants, donc des points qui ont différentes couleurs. Je pense qu'il y a vert, il y a rouge, il y a bleu.
si ma mémoire est bonne. Mhm. Puis, donc, on veut contrôler ces territoires-là parce que ça nous permet, après ça, comme je vous disais, donc c'est un principe de cartes où on va faire des actions, et il y a un principe d'achat où on va pouvoir aller acheter des cartes, et ça va nous permettre d'avoir d'accès à certaines cartes selon ce qu'on contrôle au niveau des couleurs. Un genre de deck building un petit peu. Oui, un principe deck building, tout en ayant, dans le fond, le contrôle du territoire pour aller acheter, comme je disais tout à l'heure, des cartes un peu plus puissantes. Donc, on va avancer comme ça. Et les cartes qu'on achète, il y a un système de points. Donc, les cartes valent quand même beaucoup de points. Ouais. Et c'est un peu ça. Donc, on va se déplacer. On va essayer d'aller chercher des points de contrôle importants et essayer de faire le plus de points possible. Ouais. Et tout ça, ça joue sur notre tableau. J'essaie de le trouver là, dans les images en ligne. On a un tableau personnel sur lequel on va jouer 2 cartes par manche ou par tour, si on veut. Exact. Et on va faire les actions qui sont indiquées sur la carte. Et avec des petits symboles. Oui, c'est ça. J'ai dit deck building, mais tu sais, j'aimerais ça juste tu n'augmentes pas ton deck. C'est tu élimines une carte pour en prendre une autre. Oui, c'est ça. Puis tu as le choix de toutes tes cartes dans tes mains. C'est juste que tu améliores le choix des cartes que tu as pour faire tes actions à chaque tour. Donc, ça, c'est intéressant. Fait que je monte ici le plateau d'un joueur. On voit la faction qu'on va choisir. On va la mettre là et on va avoir un pouvoir avec notre bonhomme, notre personnage principal. Notre leader qui va avoir un pouvoir. On a des objectifs qui vont être cachés, qu'on va pouvoir débarrer avec un certain nombre de contrôles. Tu sais, tu parlais des territoires le rouge, bleu, vert qu'on va essayer d'aller contrôler. Bien, quand on va en avoir un certain nombre, on va pouvoir débloquer nos pouvoirs spéciaux qui sont très importants. On a des ressources qu'on va collecter sur le board. Et, des batteries ou de l'énergie, quelque chose qui donne l'énergie, puis je ne me souviens pas de l'autre, là, mais en tout cas, il y a 2 types de ressources principales. Et comme je disais, on va jouer comme 3 manches, si on veut, ou 3 tours. Et dans chaque tour, on va jouer 2 cartes. Et on peut jouer les cartes pour faire les pouvoirs, donc collecter, se déplacer, faire des combats, des trucs comme ça, bouger des drones. Ou on peut les jouer à l'envers pour aller acheter une carte au marché. Fait qu'on les voit ici, les cartes. Et on a aussi un tableau d'objectifs commun. Et à chaque manche, il y a 4 manches. À chacune des manches, on va valider des objectifs. Et ce qui est intéressant avec le jeu, c'est qu'on peut valider des objectifs sur le tour présent, mais on peut aussi les valider dans le passé. Parce que si ils valent moins de points. Ils valent moins de points, exactement. Fait qu'on essaie de valider des objectifs le plus au meilleur moment possible pour maximiser les points, même si ce n'est pas toujours possible. Puis moi, je pense qu'aussi, puis une des caractéristiques aussi qui est intéressante de ce tableau-là, du board, du plateau, c'est qu'il y a plusieurs étages. Ouais. Et, tu sais, puis physiquement, le plateau, il y a des morceaux qu'on colle, mettons qu'on place sur le board, qu'on a du petit montage. Puis là, quand je parle de montage, c'est vraiment coller les morceaux qui ne décolleront plus. Donc, puis on place les carrés pour faire notre map. Et on faut installer, exemple, des échelles ou des passerelles pour passer d'un niveau à un autre. Ça, c'est vraiment une belle dynamique du jeu DEI, je trouve. Oui, vraiment. On le voit là, à l'écran. Là, visuellement, l'effet 3D est là avec toutes les affaires. Nous, on avait la version retail, donc nos meeples étaient en bois. Là, je monte à l'écran les meeples, pas les meeples, mais les pions en résine là, 3D. Donc, moi, je dirais, sincèrement, ça jouait très, très bien avec les bonhommes en bois. Le jeu est plaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est un jeu qui est très, très tactique, très stratégique. OK, là, il faut que j'aille contrôler ces territoires-là. Lui est là. Le choix des actions est important, est crucial. On n'a pas tant d'actions que ça. Aussi, ce qui est important, c'est avec chaque habilité que ta faction va débarrer. En passant, c'est une carte qui est donnée au hasard. Fait que tu as ta faction et ces habilités-là sont remises en début de partie et une nouvelle partie, tu vas avoir des nouvelles habilités. Je dirais que, petit côté négatif, moi, je pense que il y a des habiletés plus fortes que d'autres, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué. Mais dans les règles, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi jouer avec le mode draft. Principe draft, tu peux drafter, c'est juste que là, il n'y a plus de secret, dans le fond, c'est que tout le monde... Parce que tu les mets à l'envers, fait que tu ne sais pas trop ce que les autres ont. Si tu drafts, il y a moins de secrets, mais ça fait peut-être... Ça peut balancer ça équilibre peut-être un peu plus. Moi, la partie que j'avais jouée, c'est qu'on l'avait donnée au hasard et je trouvais qu'il y en avait qui avaient des habiletés un peu plus fortes que d'autres. Mais ça n'a pas influencé la partie au point d'être un game break.
tiebreaker. Là, donc, on a vraiment joué notre partie. Donc, c'est important d'aller chercher les majorités rapidement pour pouvoir les débarrer. Oui. Parce que les majorités, tu les gardes pas longtemps. Les gens reviennent, puis on se les fait voler. Puis, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que tu trouves toujours que les habiletés des autres sont fortes. Ouais. Parce que chaque faction a son drone, puis il y a des drones là, qui sont vraiment forts, mais sauf que quand l'autre joue, tu dis « Ah, ça aussi, c'est vraiment fort ». Puis, exemple, les drones, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller acheter des cartes à ce moment-là pour contrôler les drones des autres. Fait que ça aussi, ça te permet aussi de rééquilibrer les choses, mais l'achat de cartes tout est intéressant. Ouais, l'achat de cartes est le fun. Tu vas améliorer tes cartes. Il y a vraiment des bonnes cartes dans le marché à aller chercher. Puis je dirais, ce qui est intéressant, c'est que des fois, tu vas avoir l'impression qu'un joueur est super bien installé à un coin puis il va rester là pour toute la game, mais pas vraiment parce que à chaque manche, il y a des objectifs à valider puis ils sont super payants. Il ne faut pas que tu les négliges. Fait que ça va forcer les gens à se déplacer, à aller ailleurs, à aller faire d'autres choses. Fait qu'à un moment donné... Tu peux pas camper. Là. Non, c'est ça. À un moment donné, dans manche 1, les territoires verts sont super importants parce que c'est ça qui peut donner des points. Tout le monde va se garocher dessus. Là, tu fais comme, ouais, là, j'ai perdu l'avantage. C'est sûr, je ne les aurai pas. Je vais aller me préparer pour la manche 2. Je vais aller débloquer mes pouvoirs bleus, mes pouvoirs rouges parce que tout le monde est parti sur le vert. Tu es capable de t'arranger, même si ça a mal parti. Mais il faut vraiment que le jeu va vraiment se déplacer. Ça va bouger. Ça, c'est super intéressant. Là. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est les pouvoirs uniques de faction. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant. Ça personnalise vraiment ta faction, ça personnalise le jeu, puis c'est des bonnes différences, puis c'est des pouvoirs qui sont quand même assez importants, assez forts. Là, je pense à celui qui va ramasser plus de ressources. Ou celui qui vaut à lui tout seul, je pense, c'est 2 ou 3 bonhommes, ouais, qui est plus fort. Ouais. Un autre qui peut entrer dans des territoires, même s'ils sont occupés. Oui. Parce que c'est ça, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas rentrer dans un territoire si, une fois que tu rentres, tu n'as pas la majorité. Fait que tu peux vraiment bloquer des territoires, tu es obligé de faire le tour, passer ailleurs ou arriver avec les gros bras pour pouvoir tasser le monde. Non, c'est un jeu qui est côté tactique, stratégique, qui est vraiment super intéressant. L'achat de cartes est intéressant. Sincèrement, j'aurais aimé avoir la version Kickstarter avec toutes les kits de luxe. Puis je sais qu'il y a beaucoup de mini-expansions qui venaient. Nous, on a joué vraiment la base. Là. La base. Rien. Puis il y a déjà en masse de stock pour s'amuser. Mais il y a des drones de plus, il y a des factions de plus. Il y a vraiment des choses. Là, si vous aimez le jeu et vous voulez le pimper, il y a du stock en masse là, pour rajouter du matériel puis de la viande à ce jeu-là. Bon jeu de contrôle de territoire puis d'amélioration de cartes et d'action. Je trouve que c'était un genre que, malgré le fait que, bon, on a tous connu des jeux de contrôle de territoire, mais je trouve qu'il s'est démarqué. Ouais. Par rapport à sa mécanique. Moi, je dirais qu'il n'y a pas eu la visibilité qu'il aurait mérité, ce jeu-là. Sincèrement, c'est un jeu que je n'ai pas vu beaucoup. Puis même quand je regarde là, sur BGG, je vois qu'il y a 861 ratings. C'est pas énorme, honnêtement. Mais c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de potentiel. Ceux qui aiment les jeux de ce genre-là, où ce que tu vas sur des territoires, tu essaies de contrôler, tu as des objectifs, tu ramasses des ressources, tu upgrades ton clan, tu joues des actions avec tes cartes. C'est certainement un jeu que vous devriez regarder. C'est un jeu qui a du potentiel et essayer. Qui pourrait vous intéresser. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. Pareil pour moi. Donc, un jeu qu'on vous propose. Et Steve, c'est ce qui nous amène à notre dernier jeu de ce En Vrac. Un plus petit jeu, un jeu plus accessible. Et c'est le jeu Spellbook. Spellbook qui est sorti l'année dernière, qu'on a eu au Delirium, probablement au Jab aussi, qui est un petit jeu de collecte de ressources et de course au point, si on veut, de même. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des durées de 45 minutes. C'est un poids de 2,3 sur 5, donc on est dans le léger moyen. Sincèrement, il aurait même pu être un petit peu plus léger. C'est pas si lourd que ça. C'est un jeu d'un designer, un auteur que j'aime beaucoup, Phil Walker Harding, qui a l'habitude pour moi, en tout cas, de faire des petits jeux simples qui fonctionnent super bien, qui marchent bien, qui sont le fun, qui sont plaisants à jouer. Qu'est-ce qu'on fait dans Spellbook? Steve, je t'explique ça rapidement. Vas-y. Chaque joueur, je vais mettre une petite image pour
pour exposer ça. On va commencer par distribuer à tout le monde des sorts. Des sorts, on va en distribuer 7 à tous les joueurs et tout le monde va avoir les 7 mêmes sorts. Et là, c'est là où la complexité peut varier au niveau du jeu. C'est probablement pour ce qui explique un petit peu le 2.3 sur 5. C'est qu'on a vraiment plusieurs variétés de ces sorts-là. Et il y en a des plus difficiles ou des plus complexes à jouer que d'autres. Donc, on va avoir un pour chacune des 7 couleurs du jeu, donc rouge, mauve, vert, bleu, etc. Vous les voyez ici sur le jeu. On va avoir un sac dans lequel il va y avoir des jetons de couleurs qui représentent les mêmes couleurs que ces sorts-là. On va avoir aussi une espèce de rivière dans laquelle il va y avoir des jetons de couleurs. On va avoir un plateau familier ici qui va permettre de placer des pastilles qu'on va récolter. À notre tour, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir le choix d'aller piocher au hasard 2 pastilles, 2 jetons de magie dans le sac et on va les garder dans notre réserve. On a une limite dans notre réserve de 10 jetons. Et ou sinon, on peut aller en prendre un directement, un seul, mais on va choisir la couleur sur le plateau, la rivière. Alors là, on va avoir du contrôle à ce moment-là sur ce qu'on prend, mais on va avoir eu seulement un jeton. Ensuite, il y a comme 3 phases dans le jeu. Là. Il y a le matin, le midi et le soir. Donc, à chacune de ces phases-là, on va faire une activité différente, une action différente. Donc, soit aller piger des cartes, soit en jouer sur notre plateau familier ou apprendre des sorts. Il est toujours possible de remplacer ces actions de base-là par une action d'un sort qu'on aurait débloqué. Fait que les sorts dans différentes couleurs, à un moment donné, on va avoir un certain nombre de jetons de la même couleur. Par exemple, je pourrais avoir 3, 4 ou 5 jetons rouges. Et là, je vais avoir le choix dans la phase de soir ou de nuit de venir apprendre un sort à la force que je veux, 3, 4 ou 5, qui va me donner un pouvoir qui va être évidemment plus puissant si j'utilise plus de jetons de la même couleur. Et ça va me donner aussi des points de victoire. Une fois que j'ai débloqué ce pouvoir-là, ça peut être des pouvoirs instantanés, par exemple, piocher 4 jetons dans le sac pour les mettre dans ma réserve, ou ça pourrait être un pouvoir qui va s'activer dans une des phases de jeu, qui va pouvoir remplacer une action de base. Par exemple, ça pourrait être quelque chose qui va me dire « Échange des jetons de couleur avec des jetons du marché ». Et tous les autres joueurs pigent un jeton, par exemple. Ça pourrait être un truc comme ça. Ou ça pourrait être quelque chose qui me demande d'aller mettre des jetons sur mon familier, parce que c'est une autre action qu'on peut faire aussi. À notre tour, on peut prendre un de nos jetons et venir le mettre sur notre familier. Et plus on va en mettre, la couleur n'a pas vraiment d'importance, mais plus on va en mettre, bien, plus ça va faire des points. Et c'est aussi un marqueur de fin de partie, c'est-à-dire que si quelqu'un a complété tous les espaces qu'il y a sur son familier, je vais vous montrer ça ici, tous les espaces qu'il y a sur son familier, eh bien, ça va mettre fin à la partie. La deuxième condition de fin de partie, c'est si quelqu'un a appris tous ces 7 sorts, ça met fin à la partie. À ce moment-là, on compte les points un peu partout sur les sorts, sur les familiers, et celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est un jeu que je trouve qui est quand même assez simple dans le sens où tu n'as pas 1000 actions à faire. Là. Tu piges 2 trucs ou tu en choisis un. Puis après ça, tu vas apprendre tes sorts. Puis c'est là où la complexité va s'installer. Quel sort tu apprends? Quel pouvoir ça débloque? Est-ce que tu utilises ce pouvoir-là au lieu de faire un pouvoir de base? Visuellement, c'est un jeu qui est il est beau. Franchement polette. Là. Exact. Le côté artistique est incroyable là, de ce jeu-là. Les dessins, les cartes sont belles, la boîte est belle. Les jetons sont en genre de résine transparente, translucide. Là. Ils vont avoir une épaisseur, mais on va voir au travers. Donc, ça fait un bel effet. Ils sont très colorés. Le sac aussi dans lequel on va piocher est très bien fait. Donc, c'est un jeu qui est visuellement très, très beau. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du jeu, Steve? Ce que je déplore un peu, c'est comme il y a un chemin à suivre. C'est-à-dire que j'ai joué avec ma conjointe, puis il faut que tu génères rapidement de la pige, puis d'avoir en masse de pierres pour pouvoir jouer, pouvoir débloquer tes sorts. Et si tu ne fais pas ça, tu vas n'arracher toute ta partie. Moi, j'avais réussi à me créer un petit tangent avec mes cartes pour piger, n'en redonner, n'en reprendre 2. Puis, tu sais, je jouais un peu avec mes je vais appeler ça des cristaux, là, les jetons de magie, mettons. Oui, c'est ça, exactement. Puis, j'avais un meilleur engin que ma conjointe, ce qui a fait que j'ai eu plus de facilité. Puis elle a eu moins de plaisir à jouer parce qu'elle avait de la misère à faire ce qu'elle voulait faire. Jusqu'au jour qu'elle a vu que, OK, ben c'est vrai que ce sort-là, si moi aussi je veux pouvoir jouer et avoir du plaisir, il faut quasiment que je le débloque assez rapidement pour pouvoir commencer à rouler avec mes... Il y a clairement des sorts qui sont plus intéressants que les autres à débloquer. Exactement. Ça, c'est sûr.
Moi, il y a deux éléments qui m'ont agacé un petit peu dans le jeu. Overall, j'ai aimé ça, puis j'ai rejoué beaucoup sur BGA, puis c'est pas un jeu qui est déplaisant, c'est un jeu qui joue bien puis rapidement. Mais il y a deux petits éléments qui me fatiguent un peu dans le jeu. Le premier, c'est tu as le choix de piocher 2 jetons ou aller en choisir un de la couleur précise que tu as besoin. Puis sincèrement, dans 90% des cas, tu es mieux d'aller piocher 2 jetons parce qu'avoir 2 jetons, c'est plus intéressant que n'avoir rien qu'un. Ça va être utile partout dans le jeu. Puis tu peux être chanceux en plus puis avoir la couleur que tu voulais, même s'il y a quand même beaucoup de couleurs. Fait que tu sais, la chance est quand même diluée dans le sens où, si tu dis je veux 2 rouges, là, ça n'arrivera pas. Là, mais tu peux être chanceux et avoir un des rouges que tu avais besoin, puis là, ben, tu as un jeton de plus. Ça, c'est un élément qui m'a agacé un petit peu. J'ai trouvé que piocher 2 jetons versus aller en choisir un, c'était généralement la meilleure option. L'autre élément, puis il y en a qui pourront m'ostiner, vous l'écrirez dans les commentaires, il n'y a pas de problème, je suis prêt à écouter vos points. Là, mais l'autre élément, je dirais, c'est celui qui m'a le plus agacé. C'est qu'à tous les tours, tu peux mettre un jeton sur ton familier. Puis moi, là, 99% des parties se sont terminées avec un familier rempli. Moi, j'ai essayé beaucoup de faire des parties en essayant fort d'aller débloquer les sorts. C'est ça que je voulais faire parce que les sorts étaient intéressants. Puis je trouvais que c'était ça le plaisir du jeu, plus que d'aller mettre un jeton sur un familier. Tu fais rien. Là. Je prends lui, je le mets là, ça fait des points. OK, super, mon tour est fini. Je trouvais ça un peu plus ennuyant. Mais à chaque fois que je joue avec du monde, les gens, comme c'est une action qui est quand même assez facile à faire, puis tu peux la faire à tous les tours, ils vont en mettre un par tour, puis la fin de la partie va arriver vraiment rapidement à cause de ça. 99% des parties que j'ai jouées, ça s'est fini au familier, là, parce qu'il était plein. Non pas parce que quelqu'un avait appris les 7 sorts, ça arrive presque jamais. Mais moi, je travaillais ces sorts, puis c'est plus dur. Puis je me faisais tout le temps avoir. Après ça, quand on comptait les points, le familier vaut 18 points, payant, je pense. Ouais, c'est ça. À la fin, c'est super payant. Puis les sorts que j'avais appris ne valaient pas beaucoup de points. Fait que je perdais la partie. Fait que là, je me disais, coudonc, le jeu me force à mettre toujours un jeton sur le familier à chaque tour. Alors que moi, je veux apprendre des sorts. C'est Spellbook, le nom du jeu, c'est pas familier. Là, fait que je veux apprendre des sorts, je veux les essayer, je veux voir c'est quoi les pouvoirs, quel qui est intéressant, tout ça. Fait que si tu joues avec quelqu'un, mettons, qui a la même vision puis qui veut débloquer ses sorts, ça peut faire une partie le fun. Mais si t'as quelqu'un qui dit non, moi, man, à tous les tours, me mettre un jeton sur mon familier, puis fuck le reste, là, ben la partie va se finir vite. Puis si toi, t'as pas fait la même chose, c'est sûr, tu vas perdre presque à 100%. Et en plus, c'est vraiment le fait qu'ils valent beaucoup de points. Fait que c'est sûr que tu as toujours tendance à vouloir en mettre un pour pouvoir faire des points, pour maximiser ton tour. Exact. Puis il y a des sorts, souvent, je ne sais pas si c'est le noir, je pense que c'est le noir souvent qui vont t'aider à mettre plus de jetons sur le familier. Tu vas en mettre 2 ou 3 dans le même tour. Fait que là, tu sais, je vais aller débarrer lui, puis je vais remplir mon familier. Mais le temps que tu prends à aller débarrer celui-là, à réussir à avoir tes jetons puis à faire ça, l'autre joueur qui a juste fait comme il va être soit rendu à la même place ou soit pas très loin en arrière, puis tu vas avoir perdu du temps un petit peu, ou il va t'avoir même devancé, tu n'auras pas réussi à le rattraper. Fait que moi, c'est le défaut du jeu. J'aurais aimé que le familier vale moins de points puis ait une moins grosse incidence sur la fin de la partie et que les sorts prennent plus de place pour que ce soit le fun. Tu essaies des nouveaux sets de sorts. Puisque ça, c'est hot. Là. Dans le jeu, ils ont mis, je ne sais pas combien de variantes de chaque sort. Là. C'est dommage. J'aurais dû regarder avant. Peut-être 5 variantes de chacune des couleurs de sorts. Non, il y en a plusieurs. C'est vraiment le fun. Là. Ils sont très différents. Ils t'amènent des pouvoirs différents puis ils ont l'air cool à débloquer. Mais tu te fais toujours feinter par la personne qui va aller jouer big time sur le familier. Effectivement. Puis je trouvais aussi qu'il manquait, dans les parties que j'ai jouées, un petit côté enlevant, un petit côté... tu sais, c'est OK, ben, je joue ça, je vais chercher 2 cristaux, j'en mets un là, mon tour est fini. Je pige 2. Tu sais, on dirait que... Il manquait un petit quelque chose de... Mais c'est ça, mais moi, je pense que ça, c'est à cause du familier. Parce que si, mettons, tu enlèves la fin de partie, si le familier est plein, puis tu lui donnes moins de points, par exemple, mais là, les gens vont se forcer à lire les cartes, à jouer les sorts, puis là, ils vont trouver les combos, ils vont essayer d'aller chercher les pions magie qui vont correspondre aux sorts qu'ils ont besoin. Moi, je pense que c'est à ce moment-là que la game elle devient super intéressante. Puis, à mon avis, là, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça aussi fort. Ils voulaient que la game soit rapide. Je pense que c'est ça l'idée, parce que oui, effectivement, ça rend la game beaucoup plus rapide que de débloquer les 7 sorts, qui est très difficile. Et aussi, je ne sais pas si tu l'as dit dans les règles, là, mais parce que si tu débloques, le sort a toujours plusieurs niveaux. Ouais. Et si tu te dépêches à débloquer, mettons, un sort, ben tu ne pourras pas l'upgrader. Ouais, il va être gelé à ce bas niveau-là. Ouais. Fait que des fois, il y a des cartes qui...
OK, tu veux te rendre un peu plus loin pour qu'elle soit un peu plus forte, mais non, si je veux me dépêcher à faire l'ensemble de mes sorts, mais des fois, tu vas les prendre un petit peu moins fort pour pouvoir en faire plus qu'un ou commencer. Fait que ça aussi, c'est un petit côté... Il y a quelque chose que je me promets d'essayer de faire peut-être un jour, c'est soit de réduire le nombre de points du familier ou de juste enlever cette condition de fin de partie-là, carrément, pour l'essayer avec juste les 7 sorts. J'ai l'impression que le jeu prendrait une twist. Ça serait plus long, plus gamer, peut-être. Ben là, tu aurais un sort qui ne servirait à rien si, mettons, ou ça serait le dernier que tu débloquerais, celui qui favoriserait le familier. Non, mais tu gardes le familier quand même. C'est juste que c'est pas la fin de la partie. Puis tu y enlèves, tu y enlèves peut-être une valeur de points. Mettons, au lieu de 18 points, tu lui donnes, mettons, 10 points. Fait que ça devient quand même intéressant, mais moins intéressant. Moins comme là, ma stratégie est complètement sur le familier. Oui. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, que quand tu commences à vouloir modifier les règles d'un jeu, moi, ça m'énerve. Faites-le comme il faut ou je vais jouer à un autre jeu là, qui va aller me chercher, là, que je ne modifierai pas et que je l'aime tel quel. Moi, des règles custom, j'ai bien de la misère avec ça. Oui, tu as raison. Moi aussi, je préférerais que les règles viennent comme ça. Peut-être une extension viendrait corriger cette chose-là. On verra. Moi, sincèrement, comme je dis, j'ai été un petit peu déçu quand j'ai joué au jeu à cause de ces éléments-là. Mais j'ai rejoué beaucoup sur BGA. C'est un jeu quand même que je prends plaisir à jouer parce que c'est simple, c'est rapide. Ça joue bien. Mais c'est sûr qu'il y a des éléments qui m'agacent un petit peu dans le jeu. Fait que vous ferez votre propre opinion. Je pense qu'on a fait pas mal. On vous a expliqué un petit peu ce qui nous avait gossé, ce qui nous avait agacé dans le dérangé. jeu. Ouais. Mais vous essayez-le sur BGA, il est accessible, puis il joue très très bien. Donc, vous verrez. Vous nous direz ce que vous avez pensé de Spellbook. Exactement. Mais c'est une belle production, c'est un beau jeu, c'est un jeu qui est très accessible. Donc, certainement qu'il y a un public à quelque part qui va être très très intéressé. Oui, tout à fait. Donc, Steve, c'est pas mal ce qui fait le tour. Ça met fin à notre envrac, ça. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez eu du plaisir à entendre parler de nos jeux. Si vous avez aimé ça, faites-nous des pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Et laissez-nous des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Hein? Donc, on parlait de Spellbook. Est-ce que ça vous arrive souvent de faire des règles custom dans un jeu? Je serais curieux. Moi, je déteste ça. Je ne ferai jamais ça. Mais peut-être qu'il y en a qui s'en font. Donc, je serais curieux de savoir. Exact. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Ciao!